Il y a quelque chose que chaque plan de survie oublie, que chaque guide de survivaliste ignore, et que chaque film post-apocalyptique se trompe du tout au tout. Lorsque les humains cessent d'entretenir une ville, ils ne sont pas la seule espèce à s'en apercevoir. Dans les heures qui suivent la coupure du réseau et le silence des rues, un changement s'opère que la plupart des gens ne remarqueront pas avant qu'il ne soit déjà trop tard, car ils sont trop occupés à s'inquiéter de la nourriture, de l'eau et des autres humains pour regarder à leurs pieds ou vers la ligne des toits. Mais s'ils regardaient, ils verraient là quelque chose qui changerait totalement leur vision de leur environnement. La ville ne se vide pas quand les gens partent, elle se remplit plus qu'avant. Car chaque espèce qui a passé le dernier siècle à être réprimée, empoisonnée et repoussée dans les marges par les infrastructures humaines opère soudainement dans un monde où les pièges ne sont plus réarmés. Le poison n'est plus réapprovisionné, les camions poubelles ne circulent plus, et chaque benne à ordures, chaque conduite d'égout et chaque cuisine abandonnée est devenue un buffet à volonté sans heure de fermeture. En 30 jours, votre ville appartiendra à 4 animaux qui étaient déjà là à attendre. Et comprendre ce que chacun fait, où chacun va, et comment chacun affecte votre survie n'est pas un exercice de documentaire animalier. C'est une nécessité tactique qui détermine si vous tombez malade, si vous êtes mordu, si vous êtes nourri, ou si vous êtes submergé par un problème que vous n'avez pas vu venir. Top 1. Les rats. Ils vont se multiplier à une vitesse qui vous fera reconsidérer tout ce que vous pensiez comprendre de la faune urbaine. Un seul couple de rats dans des conditions idéales peut produire jusqu'à 15 000 descendants en une seule année. Dans des conditions urbaines normales, ce nombre est maintenu sous contrôle par les programmes d'empoisonnement, les services d'assainissement, la pression des prédateurs et le fait que la collecte des ordures limite leur approvisionnement alimentaire. Supprimer ces 4 contrôles simultanément, ce qui est exactement ce que provoque un effondrement, et la population de rats ne se contente pas d'augmenter, elle explose littéralement. Dès la première semaine, les rats qui vivaient dans les égouts et les murs s'aventurent à découvert en découvrant que l'activité humaine a cessé. À la deuxième semaine, l'explosion de nourriture disponible provenant des cuisines non réfrigérées, des bennes ouvertes et des restaurants abandonnés déclenche une reproduction accélérée. À la troisième semaine, vous commencez à voir des rats en plein jour, en groupe, se déplaçant dans les rues avec une confiance qu'ils n'ont jamais affichée lorsque le passage des humains les maintenait sous terre. Au 30e jour, la population de votre zone peut avoir doublé ou triplé, et elle continue de s'accélérer. Pourquoi cela importe tient moins aux rats eux-mêmes qu'à ce qu'ils transportent. Les rats sont des plateformes de maladies mobiles, hébergeant des puces qui transmettent la peste, des bactéries causant la leptospirose par l'eau contaminée, l'hantavirus dans leurs excréments, la salmonelle sur chaque surface qu'ils touchent, et la fièvre par morsure de rat par contact direct. Dans un monde sans hôpitaux et avec peu d'antibiotiques, n'importe laquelle de ces maladies peut vous tuer. Et les rats les propagent sur vos points de collecte d'eau, vos zones de stockage de nourriture, vos dortoirs et chaque surface qu'ils traversent. Mais voici ce qui change réellement votre comportement. Les rats trouveront votre nourriture avant les autres humains. Ils sentent la nourriture à travers les murs, rongent le bois, le plastique et les métaux tendres, et se glissent dans n'importe quel interstice plus large qu'une pièce de monnaie. Si vous stockez de la nourriture dans quoi que ce soit d'autre que du métal scellé ou du verre épais, les rats la contamineront et laisseront derrière eux des excréments qui rendront tout ce qui reste potentiellement mortel. Votre stratégie de stockage alimentaire ne consiste pas seulement à cacher des provisions aux gens. Il s'agit de les protéger contre un ennemi qui opère 24 heures sur 24, passe par des trous que vous ne voyez pas et se multiplie plus vite que vous ne pouvez les tuer. Des contenants métalliques avec des couvercles étanches, de la nourriture suspendue au plafond par des fils de fer que les rats ne peuvent pas escalader et un assainissement agressif autour de votre abri. Ce sont des défenses de première ligne contre la menace biologique la plus persistante de votre environnement. Top 2. Les oiseaux, pigeons, corbeaux et rapaces urbains. Plus précisément, les pigeons, les corbeaux et toutes les espèces de rapaces urbains qui nichaient discrètement sur les toits de votre ville. Ce groupe est votre plus grand allié si vous êtes assez intelligent pour y prêter attention. Les oiseaux sont le réseau de renseignement que la plupart des survivants ne pensent jamais à utiliser, et les informations qu'ils fournissent gratuitement valent plus que tout ce que vous pourriez rassembler en patrouillant à pied.
Les pigeons et les corbeaux réagissent tous deux à la présence humaine par des changements de comportement prévisibles, visibles à des centaines de mètres. Une volée de pigeons prenant soudainement son envol vous indique que quelque chose les a dérangés. Et dans une ville vide, ce dérangement est presque toujours une personne en mouvement. Si vous observez de loin et voyez des pigeons décoller d'un bâtiment 2 rues plus loin, quelqu'un est là-bas et vous le savez sans vous exposer. Les corbeaux sont encore plus utiles, car ils ne se contentent pas de réagir. Ils se souviennent, vocalisent et communiquent. Un corbeau qui identifie une menace émet un cri d'alarme spécifique auquel les autres corbeaux répondent et qu'ils répètent, créant une alerte en cascade qui peut suivre une menace mobile sur plusieurs pâtés de maison. Si vous apprenez à distinguer les cris normaux des corbeaux des vocalisations d'alarme, vous disposez d'un réseau d'alerte à l'échelle de la ville, fonctionnant dans toutes les directions et qui ne dort jamais. Au-delà du renseignement, les oiseaux servent de source de nourriture que la plupart des survivants urbains négligent parce que manger un pigeon semble étrange. Passez outre. Un seul pigeon fournit environ 200 calories de protéines maigres. Et les pigeons urbains sont extrêmement nombreux, lents à fuir les humains avec lesquels ils cohabitent depuis des générations, et faciles à attraper avec des pièges simples. Une boîte maintenue par un bâton, un collet ou même à la main avec de la patience. Ils se regroupent dans des endroits prévisibles sous les ponts, sur les toits et dans les parkings couverts. Ce qui signifie qu'une fois que vous avez identifié un site de nidification, vous disposez d'une source de nourriture renouvelable qui se reconstitue continuellement. Les corbeaux sont plus difficiles à attraper, mais remplissent une fonction différente. Ils cachent de la nourriture dans des fissures sur une large zone. Si vous observez où les corbeaux cachent leurs réserves, vous obtenez une carte approximative des endroits où se trouvent des restes de nourriture, ce qui pointe vers des ressources à l'échelle humaine à proximité. Tas de déchets, contenants ouverts, cuisines abandonnées. Vous ne mangez pas la cachette du corbeau. Vous lisez son comportement comme une carte. Top 3, les chiens. Celui-ci est complexe car les chiens existent sur un spectre qui va du compagnon de survie le plus précieux que vous n'aurez jamais à une véritable menace de meute de chasseurs, dépendant presque entièrement de la rapidité avec laquelle ils passent de l'animal domestique à l'animal féral, ce qui arrive beaucoup plus vite que les gens ne veulent le croire. Durant la première semaine, les chiens que vous rencontrez sont encore pour la plupart des animaux de compagnie, désorientés, affamés, cherchant leur propriétaire et généralement approchables avec des mouvements lents et de la nourriture. Ces chiens sont une ressource extraordinaire, car un chien attaché à son maître offre une sécurité périmétrale qu'aucun système de surveillance humain ne peut égaler, détectant les menaces par l'ouïe et l'odorat à des distances physiquement impossibles pour nous. Un chien près de l'entrée de votre abri alerte de l'approche d'étrangers bien avant n'importe quel fil de détente ou système de boîte de conserve. Et l'effet dissuasif psychologique d'un chien qui aboie est suffisamment important pour que les menaces opportunistes choisissent simplement une cible plus facile. Aux semaines 2 et 3, l'équation change. Les chiens sans attache forment des meutes, et le comportement de meute émerge avec une vitesse surprenante car la programmation sociale est innée. La domestication l'a réprimée. Elle ne l'a pas effacée. Une meute de 5 à 10 chiens féraux est une menace réelle pour un humain seul, surtout la nuit, surtout si vous transportez de la nourriture, et surtout si la meute a déjà réussi une chasse en groupe qui leur a appris que l'agression coordonnée produit des résultats. Au 30e jour, les meutes férales sont établies, territoriales et de plus en plus audacieuses. Elles opèrent principalement à l'aube et au crépuscule, évitent les grands groupes humains, mais s'approchent des individus et sont attirées par les mêmes odeurs de nourriture que vous essayez de supprimer. Les déplacements en solitaire pendant les heures de faible luminosité deviennent nettement plus dangereux. La nourriture transportée à l'extérieur doit être scellée contre les odeurs, et la planification de vos itinéraires doit tenir compte des territoires, des meutes de chiens de la même manière qu'elle tient compte des zones humaines hostiles. Le jeu stratégique est simple. Sécurisez 1 ou 2 chiens tôt avant la transition férale. Liez-vous à eux avec de la nourriture et un abri, et vous gagnez un système de détection qui coûterait des milliers de dollars en équipement électronique, fonctionnant avec des restes de table et de la compagnie. Attendez trop longtemps, et ces mêmes animaux deviennent un danger compliquant chaque mouvement à l'extérieur. Top 4. Les moustiques, le plus dangereux. Et ce n'est pas ce à quoi vous vous attendez. Pas les loups, les ours ou les pumas.
L'animal le plus dangereux qui prend le contrôle d'une ville après un effondrement est le moustique. Et je vous entends déjà lever les yeux au ciel, ce qui est exactement la réaction qui fait tuer les gens. Voici ce qui se passe. Chaque égout pluvial qui n'est plus rincé devient un bassin de reproduction. Chaque piscine abandonnée qui n'est plus chlorée devient une nursery, produisant des milliers d'adultes par semaine. Chaque toilette contenant ouverts, gouttières, pneus, seaux et morceaux de déchets retenant un peu d'eau de pluie devient un site de reproduction. Et dans une ville d'1 million d'habitants, il y a des millions de ces micro-habitats qui étaient gérés par des systèmes qui n'existent plus. La population de moustiques ne se contente pas d'augmenter. Elle devient apocalyptique, atteignant des densités que la plupart des Américains n'ont jamais connues. Les moustiques sont porteurs du virus du Nil occidental, de l'encéphalite équine de l'Est, du Zika, de la dengue, et dans les régions plus chaudes, du paludisme. Les maladies réprimées par les programmes de lutte antivectorielle et les infrastructures de santé publique disparaissent lorsque le réseau meurt. Dans une ville d'avant l'effondrement, une piqûre de moustique est une nuisance. Dans une ville d'après l'effondrement, sans hôpitaux, sans antiviraux, sans fluides intraveineux pour la déshydratation due à la dengue et sans moyen de réduire l'œdème cérébral dû à l'encéphalite, une piqûre de moustique est une condamnation à mort potentielle délivrée par un animal pesant moins qu'un grain de riz. L'impact pratique touche presque tous les aspects de votre routine. Dormir sans protection pendant les mois chauds est véritablement l'une des choses les plus dangereuses que vous puissiez faire, car les heures entre le crépuscule et l'aube, lorsque vous êtes immobile et rayonnez le CO2 et la chaleur corporelle que les moustiques traquent, sont votre fenêtre d'exposition la plus élevée. Une moustiquaire improvisée à partir de voilages, de matériaux de moustiquaire de fenêtres ou de n'importe quel filet fin drapé sur votre position de sommeil passe du luxe de camping à une nécessité médicale au même titre que l'eau propre. Couvrir la peau pendant les heures de pointe, brûler des matières fumigènes près des entrées d'abri et éliminer chaque source d'eau stagnante dans un rayon de 60 mètres autour de l'endroit où vous dormez, ce ne sont pas des mesures de confort. C'est de la prévention des maladies qui affectent directement si vous serez opérationnel la semaine prochaine ou cloué au lit avec une fièvre incurable. Et voici le détail qui relie la menace des moustiques à celle des rats. Les rats qui meurent ne disparaissent pas. Leur corps se décompose. Les puces et les parasites quittent le cadavre refroidi pour chercher de nouveaux hôtes à sang chaud. Et dans une ville avec une population de moustiques en pleine explosion se nourrissant de ces mêmes restes, puis se nourrissant de vous, les voies de transmission des maladies se multiplient d'une manière qui donnerait des cauchemars à un épidémiologiste. Le problème des rats alimente le problème des moustiques, qui alimente le problème des maladies humaines. Et le cycle s'accélère en l'absence d'infrastructures d'assainissement qui le prévenaient discrètement chaque jour de votre vie avant l'effondrement. Voici ce que tout cela signifie mis bout à bout. En 30 jours, le paysage animalier de votre ville s'est fondamentalement réorganisé autour de votre absence en tant qu'espèce dominante. Les rats ont envahi votre réserve de nourriture, propageant des maladies sur chaque surface. Les oiseaux sont devenus un réseau de renseignements ambiants, diffusant des informations sur les menaces si vous savez les lire. Les chiens se sont divisés en compagnons fidèles, valant leur pesant d'or et en meute férale, ajoutant l'évitement des prédateurs à chaque plan de déplacement. Et les moustiques ont transformé les nuits chaudes en un champ de mines de maladies vectorielles qui tuent silencieusement et sans distinction. Les survivants qui comprennent cela ne se contentent pas d'éviter les menaces. Ils intègrent l'écosystème dans leur stratégie. Ils scellent la nourriture contre les rats dans des contenants métalliques et suspendent les provisions hors de portée. Ils surveillent les pigeons et écoutent les corbeaux, laissant les oiseaux révéler où les humains se déplacent. Ils s'attachent les chiens tôt comme système de sécurité biologique, fonctionnant avec des restes. Et ils traitent la protection contre les moustiques avec le même sérieux que la purification de l'eau, car la menace invisible qui bourdonne autour de leur tête la nuit est statistiquement plus susceptible de les tuer que l'étranger armé à 3 rues de là. La ville après un effondrement n'est pas vide. Elle fourmille d'un ensemble différent de résidents. Et votre survie dépend de votre compréhension de qui ils sont, de ce qu'ils veulent et de la manière de les utiliser ou de les éviter. Les rats veulent là votre nourriture. Scellez-la. Les oiseaux ne veulent rien de vous. Écoutez-les. Les chiens veulent une meute.
Devenez la leur ou évitez la leur. Les moustiques veulent votre sang. Refusez-le ou payez-le de votre vie. 4 animaux, 4 relations. Et la personne qui gère les 4 a un avantage de survie qu'aucune quantité de nourriture stockée ou de munitions ne peut égaler. Faites attention aux animaux. Ils font déjà attention à vous. Si cette analyse de l'écosystème urbain change votre vision de la jungle de béton, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la chaîne. Nous révélons les réalités de survie que l'histoire et la nature ont cachées à la vue de tous. Préparez-vous au changement. Le prochain chapitre de l'effondrement sera révélé bientôt.